Bonjour à tous, je vais donc commencer à corriger le TD numéro 7 et notamment donc là ça va être les exercices sur la détermination d'un centre de masse. Donc je vais rappeler quelles sont les définitions à connaître par cœur et puis après on corrigera donc les sujets, enfin, le TD avec deux exemples concrets. Alors, ce qu'il faut absolument que vous reteniez, c'est que pour trouver le centre de masse par rapport à un point O, c'est-à-dire trouver le centre de masse G par rapport à un point d'origine que je vous ai donné ou que vous choisissez, imaginons que vous avez trois objets discrets, donc un qui est ici, qui a une masse M1, il est situé par rapport au point O, il est en A1, vous avez ici un point A2 qui a une masse A2, et puis, par exemple, vous avez un troisième point qui fait une masse M3 au point A3. Donc vous pouvez définir les vecteurs OA1, OA2, OA3. Et l'idée, c'est quelle est la position donc, du centre de gravité de l'ensemble de ces trois masses, 1, 2, 3, donc de masse totale M1 plus M2 plus M3. Si les trois masses sont égales, on voit bien que ça va être autour d'ici. Et donc, la position du centre de masse G peut être définie par rapport au point O via donc, cette formule qui est ici M1. Alors, la formule générale, c'est quoi? C'est la somme de toutes les masses, somme sur I des MI fois OG, qui est égale à la somme sur I des MI OAI. Voilà, donc ça c'est la formule générale que vous pouvez connaître par cœur. Et ici, dans notre cas particulier, ça correspond à quoi? Ça correspond à... Donc là, c'est vraiment devant. Hein. Donc la somme des masses, c'est la M1 plus M2 plus M3. Donc M1 plus M2 plus M3. Hop. OG, c'est ce qu'on cherche. C'est-à-dire qu'on cherche à déterminer quel est ce vecteur là. Qui va être égal du coup à quoi? Ça va être M1 fois OA1 plus M2 fois OA2 plus M3 fois OA3. Voilà. Et donc à la fin, vous avez juste que OG, c'est donc M1 OA1 plus M2 OA2 plus M3 OA3 sur M1 plus M2 plus M3. Alors, si vous aviez un très grand nombre de masses, ça aurait été la somme de M1 OA1 plus M2 plus Mn OAN sur M1 plus M2 plus M3 jusqu'à N. Voilà. Donc ça, on remarque que finalement c'est la masse totale. Hein. La masse totale de l'objet considéré, qui ici est l'ensemble donc de M1, M2 et M3. Donc ça c'est dans le cas, on va dire, ponctuel, où on a trois masses qui sont à des endroits très spécifiques dans l'espace, mais on peut généraliser ça très facilement à un objet étendu. Donc imaginons que vous avez un objet étendu, vous avez un point O qui est ici, et en fait cet objet étendu, vous pouvez le découper en plein de petites masses, des éléments infinitésimaux de masse. Hop, cette masse-là, c'est dm, et cette masse est située au point A. Et donc, une généralisation de ça, c'est de dire quoi? C'est que la somme sur I des MI, c'est l'équivalent à la masse totale, que j'appelle grand M. Donc, du coup, ça va être grand M OG, qui est égal à quoi? La somme de toutes ces petites masses qui sont chacune localisées en A. Et une somme continue, ce n'est rien d'autre qu'une intégrale. Ce sera une intégrale sur tout l'objet. Alors ici, c'est un objet compliqué, on aurait du mal à calculer, mais si on fait des objets simples, en fait, ça peut venir, ça revient à faire des intégrales très simples. Donc MOG est égal à l'intégrale sur tout l'objet. De quoi? Donc de la position au A fois dm. Donc à chaque fois on prend un petit morceau qui pèse dm et puis localisé en OA. Et on prend donc la somme sur tout l'objet, l'intégrale sur tout l'objet. Et donc ça c'est le moyen donc, de définir quel est le centre de gravité
je sais pas, par exemple, serait ici. Voilà, donc ça, c'est ce qui se passe dans le cas donc, continu, où on cherche donc, le centre de gravité d'un objet étendu. Donc, gardez bien ça en tête, et puis maintenant, on va essayer de l'appliquer donc, à deux exemples particuliers qui font l'objet donc des deux exos 7.1.1 et 7.1.2. Donc gardez bien celle-là et celle-là là-haut. Je vais la réécrire. Hop, je la réécris. MOG est égal à une intégrale sur tout l'objet des OA dm. Bon, après ce petit accident, on recontinue comme avant. Donc on va essayer de répondre aux questions donc, du 7.1.1 qui est donc la détermination du centre de masse d'un objet, un objet qui consiste en une tige de masse homogène. Cette masse, c'est petit m, et puis dessus, au bout ici, on a mis une masse de manière très discrète M'. Voilà. Définissons le point O. Donc, pour que ce soit facile, on va juste prendre le centre de celui-là. Celui-là, ça a une taille qui est égale à L. Et donc, on voit bien qu'en fait, c'est la somme. Il y a deux objets là-dedans. Il y a le premier qui pèse M et dont le centre de masse est ici au centre. Et puis, on a un deuxième objet, M', qui est localisé donc, à l'endroit. Donc si on fait la première méthode, on obtient quoi? On obtient M plus M', donc la masse de la tige plus M', fois OG, c'est-à-dire ce qu'on cherche, qui est égal à quoi? Qui est égal à petit m, donc petit m fois OA donc du premier, sauf que le premier objet, c'est la tige, son centre de gravité, on voit bien que c'est le centre. Donc si on a défini ici, ça va être rien d'autre que m fois OO, c'est-à-dire le vecteur nul. Plus quoi? Plus M', fois quoi? Fois la position donc, de cette petite masse qui du coup est localisée, si on oriente notre vecteur unitaire dans la direction des x dans cette direction, il est localisé en plus L sur 2, donc L sur 2 fois I. Et donc on a fini, et il nous suffit juste de réécrire. Donc ça c'est vecteur nul, que OG est égal à quoi? Qui est égal à donc M' sur M plus M', L sur 2 fois I. Et donc voilà, on a réussi à trouver quelle était donc la position de ce centre de gravité qui dépend à la fois de M et de M'. Donc maintenant, vérifions quelques cas limites très simples. Notamment, commençons par le cas où M' est nul. M' est nul, ça veut dire qu'en gros, on n'a pas mis de masse là-bas. On s'attend à ce que le centre de gravité soit localisé en haut. Est-ce que c'est le cas? Si M' est égal à 0, effectivement, on a OG qui est égal à quoi? Qui est égal à 0 ici fois quelque chose. Donc ça, c'est vecteur nul. Donc ça veut dire que G est confondu avec O. Et donc, on a notre point G ici. Normal, c'est ce à quoi on s'attend. Enfin, on peut faire un deuxième cas limite. Si M' est très grand devant M, on voit bien que toute la masse va être localisée à cet endroit. Et donc, du coup, le centre de gravité devrait être très très proche d'ici. Alors, si M' est très grand devant M, dans ce dénominateur, on peut complètement négliger le M. On a M' sur M' qui devient est égal à 1. Et effectivement, on tombe bien sur L sur 2 fois I, c'est-à-dire la position du centre de gravité qui est confondue avec cette petite masse M'. Voilà, donc vraisemblablement, on ne s'est pas trompé, au moins dans deux cas limites.
il n'y a pas de problème. Alors, on aurait pu le faire avec la deuxième méthode. Hein. Donc, on aurait pu mélanger les deux méthodes. C'est-à-dire que finalement, le premier objet, on a supposé qu'on connaissait déjà son centre de gravité, que c'était le point O. Mais on n'est pas forcément obligé de le connaître à l'avance. Et dans ce cas-là, donc, il faut utiliser donc, la deuxième méthode. Et on peut mélanger les deux méthodes, hein, puisque de toute façon, une intégrale sur tout l'objet, en fait, c'est une somme sur tout l'objet. Donc, s'il y a un objet étendu qu'on ne connaît pas très bien, on fait une intégrale. Et si on sait qu'il y a un objet discret, ben on fait plus cet objet discret. On a le droit de faire ça. Et donc, c'est la technique numéro 2 qu'on peut faire, donc, qui est donc un mélange entre la première et la deuxième. Et dans ce cas-là, on écrit quoi? On écrit que la masse totale du grand M fois OG, ça va pas changer, hein, c'est M plus M', est égale à une intégrale sur tout l'objet. Alors, intégrale sur tout l'objet, ça a un sens pour cet objet-là. Donc, intégrale sur tout l'objet, donc il est dans la direction des x, donc ça va être par rapport au point O, ça va être entre moins L sur 2 et plus L sur 2. Le OA, on va dire que c'est x fois i, c'est-à-dire que, hop, si on a un axe ici, chaque point ici est en x, donc là mon OA est en xi, et puis donc chaque morceau que je décompose pèse dm. Voilà, donc ça c'est pour la tige, et puis plus quoi? Donc là c'est là où on fait le mélange, plus m', L sur 2 fois I. On a le droit de faire ça, puisque de toute façon, ce qui compte, c'est de prendre en compte l'ensemble de l'objet. Donc là, on a un objet étendu, on utilise l'intégrale. On a un objet discret, on le rajoute, signe plus, donc parmi les éléments. Alors là, il y a un petit truc qu'on ne connaît pas, c'est dm. Mais dm, c'est quoi? C'est un petit élément infinitésimal. Enfin, c'est quelle est la masse d'un petit élément infinitésimal, donc centré en x, et de largeur dx. Et en l'occurrence, on voit bien que cette masse-là, ça va être relié à la masse linéique fois dx. Masse linéique, c'est quelle est la masse par unité de longueur. Et en l'occurrence, ici, ce n'est rien d'autre que m sur donc, la longueur totale. Si ce petit morceau, il mesure dx, alors il a une masse dm, le lien entre les deux, c'est la masse linéique m sur l. Donc on peut continuer du coup l'intégrale, et ça devient une intégrale entre moins L sur 2 et plus L sur 2. De quoi? Donc dm, c'est m sur l dx, donc ça c'est x i, m sur l dx, plus donc m' l sur 2 fois i. Alors là, il y a beaucoup de choses qui sont constantes. En gros, tout est constant sauf x, et du coup, ça devient juste une intégrale de x dx qu'on sait très facilement faire. Donc ça, c'est quoi? C'est donc m sur l fois i fois l'intégrale donc de x dx. Faisons-le directement. L'intégrale de x dx, on sait que ça va être x au carré sur 2 pris donc entre l sur 2 et moins L sur 2. Là, à l'intérieur, on a une fonction qui est paire. On a donc un intervalle d'intégration qui est symétrique par rapport à l'origine. Donc on voit bien, là, on va avoir quoi? On va avoir L carré sur 4, mais sur 2, donc L carré sur 8, moins L carré sur 8. Donc ça va s'annuler. Plus donc M' L sur 2 fois I. Et donc ce terme-là, il est nul, et on obtient donc 0 plus M' L sur 2 fois I, et on retombe sur la même chose, c'est-à-dire, ça c'était la masse totale, M plus M' fois OG, qui est égal à donc M' L sur 2, c'est-à-dire la même chose qu'on avait avant, que OG, c'est égal à M' sur M plus M' L sur 2 fois I. Donc on voit qu'on obtient le même résultat. Cette technique est certes un petit peu plus compliquée, mais pour des objets qu'on ne connaît pas très bien ou qui ont des géométries
spéciales où on ne connaît pas d'avance où est le centre de gravité, cette technique a tout son sens et il faut savoir l'utiliser. Voilà, donc on va continuer maintenant sur l'exercice suivant, qui est l'exercice 7.1.2. Et donc dans cet exercice 7.1.2, on vous demande donc de calculer le centre de gravité d'un disque évidé, c'est-à-dire qu'on a un disque ici, et en fait on lui enlève cette partie-là, donc sachant que le centre du premier disque était là, du coup le centre du deuxième est là, et on a un rayon ici qui est le rayon A. Voilà. Donc effectivement c'est un croissant de lune. Si on essayait de calculer donc le centre de gravité de ça, on voit bien que il est censé être sur cet axe, il y a une symétrie entre le haut et le bas. On s'attend à ce que le G il soit à peu près vers là. Et donc si on définit le haut, on devrait avoir un OG orienté dans cette direction-là. Donc posons juste les axes, j'oriente mon I dans cette direction-là. Et là, en fait, ce qu'on va faire comme technique, c'est qu'on va dire que l'objet, donc le croissant de lune, c'est-à-dire vraiment celui-là, le disque évidé, c'est quoi? C'est la somme de deux objets. En fait, c'est la différence de deux objets. C'est-à-dire, c'est le grand disque moins le petit disque. Et ça, on a le droit, en fait. On dit juste, en fait, que on fait la somme de deux objets avec le deuxième objet qui a une masse négative. Ça revient, en fait, à retrancher donc le deuxième objet. Donc ça, on a le droit de le faire et c'est ce qu'on va faire et on va voir que du coup, ça va arriver très très vite. Donc on a donc le disque D1, on a le disque D2. Donc le disque D1, il est censé avoir une masse M1. Le disque D2, il a une masse M2. Et si donc les deux sont faits du même matériau, donc seule la surface intervient. Donc la masse de M1, ça va être quoi? Ça va être la masse surfacique, que j'appelle ρS, masse par unité de surface, fois donc la surface du premier disque, c'est-à-dire pi fois r carré, et là donc c'est pi fois a carré. Pareil, M2, c'est la masse surfacique, masse par unité de surface, fois donc du coup la surface de ce petit cercle. Et là, du coup, le rayon, c'est A sur 2. Donc ça, c'est pi fois A carré sur 4. Donc il y a un facteur 4 entre les deux. Logique, on voit bien que géométriquement, ça fait un facteur 4. Donc voilà, donc essayons de calculer ce centre de gravité, c'est-à-dire où est exactement ce point G. Donc faisons ça. Commençons ici. Donc, on va utiliser la première formule. Donc, du coup, on a quoi? On a M1. Et là, en fait, plus M2, mais on est en train de dire qu'on retranche M2. Donc, en fait, on va faire moins M2. Hop. Donc, effectivement, ça correspond bien à la masse totale. C'était la masse du premier disque, moins celle du deuxième. Donc, fois OG, ce qu'on cherche, qui est égal à M1 fois la position du centre de gravité du premier disque. Ça, on sait que le premier disque, il est centré en haut. Son centre de gravité, donc c'est le point O, plus M2, enfin moins M2, pardon, moins M2. Et là, le centre de gravité donc, du deuxième disque, du disque D2, il est décalé par rapport au point O de quoi? De A sur 2. Donc M2 fois A sur 2 fois I. Et donc là, on a fini, on a juste OG qui est égal à donc, vecteur nul. Donc on a moins M2 sur M1 moins M2 fois A sur 2 fois I. Moins M2 sur M1 moins M2. Bon, là, on pourrait changer et puis enlever ce moins. Alors là, on pourrait dire qu'on a fini, sauf que, en fait,
on voit bien que la masse M1 et masse M2, comme on l'a écrit là, elles sont essentiellement reliées donc, aux différences de surface. Et donc si notamment on fait le ratio entre M1 et M2, ou entre M2 et... Si on introduit en fait ça, on a quoi? On a moins, donc M2 c'était ρs pi fois a carré sur 4 sur ρs pi a carré moins ρs pi fois a carré sur 4. Et donc ça c'est fois a sur 2 fois i. Donc là on voit qu'il y a des ρs et des pi de partout. Clac, clac, clac. Les pi aussi, les pi aussi, les pi aussi, même les a carré. Hop, hop, hop. Là on a du 1 quart. Donc ça c'est quoi? C'est égal à moins, donc là où on a 1 quart, hop, ici on a 1, c'est-à-dire 4 quarts, moins 1 quart, et donc ça c'est fois a sur 2 fois i, et donc là on voit qu'en fait on a 1 quart de partout, hein, 1 quart, il est là, et là on a 1 quart qui est facteur donc de 4 moins 1, 4 moins 1 chez moi ça fait 3, et du coup on obtient quoi? On obtient moins 1 tiers, c'est-à-dire moins a sur 6. Moins a sur 6 fois i. Voilà. Et donc là on a trouvé notre point G. On a trouvé notre point G qui effectivement est orienté vers la gauche. On a ce signe moins, donc ça veut dire qu'il est bien vers la gauche. Il est orienté uniquement dans la direction des i, c'est-à-dire sur cet axe des x, et donc légèrement décalé de quoi? De a sur 6, c'est-à-dire qu'on prend ça, on divise en 6, et hop, on a notre point G. Donc ça veut dire que cette distance-là, là, ce n'est rien d'autre que a sur 6. Et voilà. Et donc là, on a donc trouvé quelle était donc la position donc, de notre disque vidé, qui était finalement la somme d'un disque plein, et on enlève un morceau du disque. Donc on a fait M1 moins M2, on a le droit de le faire. Voilà, donc la prochaine fois, on reprendra avec donc, les moments d'inertie.